Ladies and gentlemen, welcome to the opening ceremony of the World Cancer Congress 2016. Monsieur le Président, Your Highnesses, Excellencies, Ministers, Presidents, ladies and gentlemen, distinguished guests. The World Cancer Congress has not been held, ladies and gentlemen, here in Paris since 1950, so you can imagine how proud we are that you're here. Perhaps you could applaud yourselves, vous pouvez vous applaudir d'être ici. Nous sommes très fiers de vous accueillir à Paris ce soir. Ladies and gentlemen, many of us here have been touched by cancer, I'm sure, and for some of you, it's been the motivation to work in cancer control. My name is Alex Taylor, I'm a European journalist. I'm very honored to have been asked to host this opening ceremony. My mum died of cancer 25 years ago, so I thought of her when I was coming here. Thank you very much indeed for being here. Let me tell you that everything will be translated into English on Channel 2, et si vous voulez suivre tout en français, c'est sur le canal numéro 1. Ladies and gentlemen, you all know the figures. More than 14 million people diagnosed every year, 8 million deaths continuing to rise year on year. But this week, as you know, is about what we can change for the future. The World Cancer Congress is nearly 3,000 dedicated individuals and specialists coming together with the largest number of countries represented so far, 135. That also is, I think, a reason for 135 pays. Ça s'applaudit également. Ladies and gentlemen, this is an interactive event, so please feel free. You will need to download the app, the 2016 World Cancer Congress app, if you want to follow the proceedings all through the week, the best. As you know, this Congress is organized by the UICC, who are the conveners of the global cancer community, who recently reached the milestone of 1,000 member organizations. In order to welcome you more formally here, I'm sure you'll give a big round of applause to the President of the Union for International Cancer Control. Please welcome Professor Tezer Kutluk. Thank you. Good evening, Mr. President, Her Majesty, Your Highnesses, Excellencies, Ministers, Presidents, ladies, gentlemen, and distinguished guests. My name is Tezer Kutluk, and I'm the President of the UICC, Union for International Cancer Control. It's my honor this evening to welcome you all to the World Cancer Congress here in Paris. This is our opportunity to enjoy each other's company before the hard work starts tomorrow. I know that many of you have traveled long distances to be with us tonight, and I'd like to register my appreciation for the efforts many of you have made to be here. In the room, we have esteemed leaders from France, other countries, the United Nations, international organizations, cancer and NCD NGOs, and the private sector. We have young leaders and old leaders like me. We have outstanding individuals who inspire us all through their dedication and commitment. We have scientists, researchers, oncologists, patient representatives, advocates, nurses, CEOs, and presidents. We have ministers of health and representatives from ministries from 11 countries. Some of us are survivors. All of us have lost someone to cancer. We share a burning ambition to reduce the burden of cancer globally by driving equitable availability and access to information, early detection and diagnosis, and improved outcomes for patients. And that is what binds us together. And between us, we have the abilities, resources, and influence to impact the future, to give hope to the next generation, to give hope to our children and their children too.
And that, ladies and gentlemen, and distinguished guests, why we are in Paris at the World Cancer Congress. It's my duty this evening to thank the individuals and organizations who have contributed to delivering this week of incredible events in Paris. Let me start by thanking Jacqueline Godet, the board and staff of La Ligue, and Aliam, who have been our host partners this week in Paris. Thank you, Jacqueline, for your leadership and support. I would also like to recognize the contribution of the host committee, whose members have helped raise the profile of the Congress across Europe. Such an event as this involves many people and from all parts of the world. This Congress and Summit committees include UICC board members and volunteers who work diligently with the UICC team in Geneva to bring together a week of nearly 150 sessions, 55 organizations in the Global Village, more than 450 speakers and presenters, 3,000 delegates from 136 countries. It's a mammoth task to ensure that the content and the logistics are delivered with outstanding professionalism so that we all get the most out of the few days we are in this beautiful city. Let me name a few stars in our midst. The program co-chairs, Sanchia Aranda from Australia and Anil De Cruz from India, and the track chairs, Sarah Hyom, Teresa Levin, Fatima Cardozo, Mary Gospodarovich, Anna Bolton, Jane Maher, Heather Bryant, Richard Sullivan, Sahutari Somasudaram, and Susan Henschel. Plus, I must mention David Ilhu, who led our abstract committee. Thank you to all of you for your commitment over the last 2 years. Can we please show our appreciation for their all work? I must mention the UICC Congress team in Geneva, which is so ably led by the incredible Jessica Mathieu and the other members of the team in Geneva, who I know have played their part in making this a week of great interaction and learning for us of all. Perhaps I could ask the UICC team to stand up, then we can formally recognize them. UICC team, please stand up. We are also fortunate to have volunteers from the International School Toulon to guide us around the Congress venue. Together with our Congress hosts, Paris and many others, I'm sure the next few days will run smoothly. I'd also like to thank the Summit Platinum sponsors, namely the Canadian Partnership Against Cancer, Merck Serono, the Merck Group, the National Cancer Institute USA, Pfizer, and Roche. Finally, I'd like to thank President Hollande for so graciously being with our community this evening and sharing his views on global health and the challenges we face addressing cancer in France, Europe, and the world. The next 3 days will work if you are willing to share, learn, engage, and reach out to your fellow delegates so that we live inspired and enthused in our shared ambition to reduce the global cancer burden. I know that the true value of a Congress is its ability to help you all return to your own countries and organizations with new ideas, tools, skills, and connections which will improve the way you impact your communities next week. I believe that no matter who you are and where you live, this Congress will help you learn something new which will help you improve cancer control in your country. Whether that be focused on one cancer or many, in prevention, early detection, treatment, or palliative care, in high, middle-income, or low-income settings. I am sure that you will find something in Paris this week which can help you be better at what you do. It has taken 2 years to perfect the next 3 days. I hope the impact will be for many years. May I wish you a wonderful Congress, mobilizing action and inspiring change. Thank you. Thank you very much indeed, Professor Kudluk, for those very warm, welcoming words. It's now time, ladies and gentlemen, to meet our hosts here, the French
League Against Cancer. I think they're particularly happy to welcome you because we are only 2 years away from their centenary in 2018. So please welcome the president of the French League Against Cancer, Professor Jacqueline Godet. Merci beaucoup et merci de votre présence. Monsieur le Président, Majesté, Monsieur le Président d'ONU-SIDA, Monsieur le Président de l'Union internationale contre le cancer, cher Thésère, Mesdames et Messieurs. Il y a presque 100 ans, en 1918, au lendemain de la Grande Guerre, Justin Godard, alors secrétaire d'État à la santé aux armées, constate les ravages du cancer dans les tranchées et derrière les lignes de front auprès des populations civiles presque délaissées de tout soin. À ce moment-là, moins de 5 personnes atteintes de cancer guérissaient. Justin Godard, humaniste, bienfaiteur, juste parmi les nations, constate aussi que le cancer sévissait plus sévèrement sur et chez les indigents, comme l'on disait à l'époque. Il réunit alors des personnalités de premier plan et dressa les contours d'un plan mondial contre le cancer. Parce que pour que ce plan s'appuie sur les vécus et les réalités, pour qu'il irradie les territoires, pour qu'il intéresse et mobilise le plus grand nombre, il crée la Ligue anglo-franco-américaine contre le cancer, selon un modèle qui allait préfigurer plus tard la plupart des ONG. Et cette ligue deviendra plus tard la Ligue française contre le cancer, que j'ai l'honneur de présider. Très rapidement, pour renforcer les coopérations internationales, il crée en 1935 l'Union internationale contre le cancer, qui est devenue la plus puissante, comme vous l'avez entendu, organisation de lutte contre le cancer, qui est à l'origine aujourd'hui de ce congrès mondial. En 1918, Justin Godard parlait du cancer comme d'un fléau social. C'était un visionnaire. Nous le savons maintenant et nous le vérifions une fois encore durant ce congrès. Seule une lutte contre le cancer sur tous les fronts est et sera efficace. Seule une lutte contre le cancer qui n'oublie personne, qui ne stigmatise personne, renforce les solidarités et contient les inégalités pour mieux les réduire. En somme, seule une lutte contre le cancer sociétale garantira au progrès de la recherche et de la médecine l'impact attendu pour gagner des vies, gagner de la qualité de vie et protéger les populations des risques de cancer. Beaucoup ignorent que Justin Godard, frappé dans son âme par la cruauté de la guerre, par l'injustice des tranchées et du sang versé, par la bêtise élevée au rang de stratégie militaire, beaucoup ignorent que Justin Godard a créé cette Union internationale contre le cancer en se disant, pas si naïvement que ça, en se disant qu'il serait mieux que les nations et leurs hommes s'unissent avec la même rage, avec les mêmes moyens financiers et créatifs dans un combat qui vaille la lutte contre le cancer.
L'Union internationale contre le cancer a été pensée, vous le voyez, comme un instrument au service de la paix. Nul ne doit l'oublier. La paix, les militants de la lutte contre le cancer qui sont réunis ici la trouveront lorsque cette maladie sera éradiquée. Cette perspective peut sembler folle et le défi insurmontable, mais nous devons le relever. Et il y a des conditions à cela. La première, c'est l'union, qui, pour cette cause aussi, fait la force. La deuxième, c'est la détermination et la volonté qui doivent être portées par tous les acteurs de la lutte. Ils sont nombreux et je ne citerai que ceux qui sont en responsabilité immédiate. Les personnalités politiques qui doivent, à l'instar de la France notamment, doter leur pays d'un plan cancer ambitieux, durable, transpartisan, à l'abri des lobbies contraires et des aléas budgétaires. Votre présence, Monsieur le Président, souligne combien la France attache d'importance à ce combat et à ce plan cancer. Je citerai aussi les chercheurs et les soignants qui cherchent, qui trouvent, qui proposent les traitements qui vont guérir, qui identifient les facteurs de risque qu'il convient de combattre, qui permettent de bâtir une politique de santé et de soins appropriés. Je citerai aussi les acteurs économiques et sociaux qui sont des acteurs essentiels du changement de l'image sociale du cancer et qui sont les artisans d'un succès collectif. Et enfin, je citerai les militants associatifs sans qui rien ne serait possible, qui garantissent que l'humain, l'intérêt général et l'intérêt des personnes soient au cœur de toute action. La troisième condition, et c'est à mes yeux l'une des plus importantes, est celle d'associer à toute action contre le cancer les personnes malades et leurs proches. Je dirais qu'il convient maintenant, en 2016, et encore plus qu'auparavant, d'associer toutes les populations cibles des actions de lutte contre le cancer. Et j'en citerai 3. Les enfants et les jeunes, dans la lutte contre le tabac, par exemple. Les populations éloignées de la promotion des dépistages. Et bien sûr, les femmes, pour tout ce qui les concerne. Pourquoi faire des femmes l'un des enjeux majeurs d'une mobilisation mondiale contre le cancer? Parce que les femmes seront, si on ne fait rien, les premières victimes du cancer, très bientôt. Et une femme frappée par la maladie, et c'est toute la structure sociale d'une communauté qui est mise en danger. Parce que les femmes dont certains cancers peuvent être dépistés échappent trop souvent au progrès de la médecine et subissent encore trop parfois, y compris en France, le poids des tabous. Parce que les femmes sont, enfin, dans le monde entier, prescriptrices de santé. Elles sont écoutées, elles sont bien informées, elles sont bien sensibilisées, elles s'imposent et elles s'imposeront comme personnes centrales dans toute stratégie anti-cancer.
Durant ce congrès, vous verrez d'ailleurs comme elles sont déjà au cœur des actions déjà déployées ou prochainement expérimentées. Et puis pour finir, avec gravité, je voudrais affirmer que nous sommes à un tournant. Jamais les progrès n'ont été aussi spectaculaires et ouvrent des perspectives inédites tant pour guérir que pour protéger du cancer. Jamais ces progrès n'ont interrogé avec autant d'acuité l'éthique de nos sociétés, la performance de nos systèmes de santé et parfois, pour des raisons d'intérêt financier, notre cohésion sociale et nos solidarités. Jamais nous n'avons eu autant de leviers pour faire progresser radicalement la lutte contre le cancer sur tous les plans. Jamais non plus les alliances se sont avérées aussi nécessaires pour, au-delà des frontières, au-delà des conformismes, imaginer des actions inédites, porteuses de sens, d'efficacité et d'espoir. L'une de ces alliances est d'ailleurs hôte de ce congrès avec la Ligue et porte cette volonté. Il s'agit de l'Alliance des Ligues francophones, africaines et méditerranéennes. Toutes ces alliances donnent du pouvoir aux sociétés civiles qui initieront, densifieront les changements nécessaires. Et comme l'a indiqué précédemment mon ami, le professeur Tezer Kutluk, président de l'Union internationale contre le cancer, ce congrès mondial se doit d'être historique parce qu'il est le siège de coopération internationale, créative, solidaire, performante, parce que ce congrès réunit des personnalités de premier plan, mais aussi ceux qui agissent sur le terrain, tous dans une même volonté d'union radicale, parce que votre présence, Monsieur le Président, prouve que vous continuez à considérer la lutte contre le cancer comme une priorité nationale. Et au regard de vos dernières interventions lors de certains sommets internationaux, vous considérez la lutte contre le cancer, je le crois, comme devant devenir une priorité internationale. Parce que, Majesté, Mesdames et Messieurs les personnalités, ministres, princesses, Mesdames et Messieurs les élus, philanthropes et chefs d'entreprise, votre présence le prouve aussi. Et donc c'est avec fierté et émotion, en ma qualité d'hôte du Congrès et présidente de la Ligue contre le cancer, j'ai la conviction que ce Congrès mondial contre le cancer fera date. Il nous armera pour vraiment et durablement gagner de belles victoires contre ce fléau social qu'est le cancer. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Godet. On a compris votre engagement à la fois et puis aussi votre fierté d'accueillir donc ce congrès ici à Paris. You mentioned, Professor Godet, to what extent it's an international effort which is required to fight cancer. And this is why we're delighted to have the Under-Secretary General of the United Nations and the Executive Director of UNAIDS. Please welcome Mr. Michel Sidibé, who would like to say a few words of welcome to you as well. Merci beaucoup. Monsieur le Président, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur, un privilège pour moi d'être à Paris ce soir.
vous comprendriez avec moi que c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ici ce soir en face des personnes engagées dans la lutte contre le cancer. En tant que directeur exécutif de l'ONU-SIDA, m'inviter ici est la preuve que les acteurs engagés dans la lutte contre les maladies veulent réellement repenser l'architecture de la santé globale, réduire les fragmentations, faire en sorte qu'on ait plus de synergie. Je tiens à inviter chacun d'entre vous à nous suivre dans cette dynamique de transformation. La présence du président Hollande n'est pas une surprise pour moi. Votre présence ici, Monsieur le Président, est le témoignage éclatant de votre intérêt pour les questions sociales, de votre combat pour une meilleure redistribution des opportunités pour les plus démunis. Il mérite nos applaudissements. Il n'est pas surprenant non plus que l'on soit à Paris, car tout a commencé avec le président Chirac, faisant de la lutte contre le cancer un de ses chantiers prioritaires. Il interpellait déjà le monde sur la question de l'accessibilité. La lutte contre le cancer, à l'instar de la lutte contre les autres maladies, nous interpelle sur la question centrale de la couverture sanitaire universelle. Cette question est centrale, en effet, parce qu'elle, quelque part, nous démontre qu'il est important de voir les liens qui existent entre la santé, les inégalités et les vulnérabilités. Si vous prenez un pays comme la Sierra Leone, Monsieur le Président, on a été affecté par Ebola. On a un docteur pour 45 000 patients. Je dis bien un docteur pour 45 000 patients. Lorsque nous sommes aux États-Unis avec un docteur pour 400 patients, la question de l'équité devient une question centrale. La question de l'accessibilité, bien sûr, à des systèmes de santé capables de prendre nos malades devient encore plus une question déterminante pour le futur de nos actions. Je voudrais encore une fois dire que la couverture sanitaire n'est pas seulement une question d'accessibilité physique, mais c'est une question d'accessibilité financière, Monsieur le Président. Nous avons à peu près 150 millions de personnes, je dis bien 150 millions de personnes par an, qui basculent dans la pauvreté parce qu'elles doivent payer les services de santé et les médicaments de leur poche. Je dis 150 millions de personnes par an. La plupart de ces personnes vivent malheureusement dans les pays où nous n'avons pas de système de sécurité sociale, de prise en charge. Comment imaginer la plupart des pays les plus démunis avoir accès à des traitements de pointe pour le cancer de la peau, par exemple, quand les médicaments les plus efficaces coûtent plus de 100 000 € par an et par patient? Comment permettre aux centaines de millions de personnes qui vivent avec l'hépatite C aujourd'hui, connaissant bien le lien avec le cancer du foie, d'avoir accès aux nouveaux traitements, sachant qu'une cure de 3 mois, Monsieur le Président, coûte 86 000 $ par personne. Nous avons vécu la même situation avec le sida. Qui aurait pensé que l'on aurait brisé la trajectoire des prix? Il y a quelques années de cela, le médicament coûtait 15 000 $ par personne par an. Aujourd'hui, ce médicament coûte moins de 100 $ par personne par an. Le combat que nous avons mené avec la société civile, avec les dirigeants politiques, avec les acteurs privés et publics, nous a permis aujourd'hui
de mettre 17 millions de personnes sous traitement. Et il y a quelques années de cela, on nous disait que ce n'était pas possible de donner les médicaments aux pauvres. C'était trop cher, ils n'auraient pas la compétence de suivre les protocoles. Si aujourd'hui on devait payer le médicament, ne serait-ce qu'au prix de 10 000 $ par personne par an, Monsieur le Président, le coût serait de 170 milliards de dollars pour mettre ces 17 millions de personnes sous traitement, au lieu de 1 milliard 700 millions. 170 milliards de dollars, c'est 3 fois pratiquement l'aide publique au développement pour l'Afrique. Je voudrais dire que le sida a donné naissance à un activisme qui a permis l'émergence d'une solidarité globale sans précédent. Nous avons fait en sorte que le médicament devienne un bien public global, qu'on puisse utiliser le malade comme un acteur de transformation qui a exigé une obligation de résultat et une obligation de rendre compte aux acteurs politiques. Nous avons fait en sorte que l'innovation soit là. N'oublions pas qu'il y a quelques années, on donnait 18 comprimés aux malades du sida par jour. Aujourd'hui, on donne un comprimé et bientôt, ce sera peut-être une injection tous les 4 mois. Voilà l'innovation qui est indispensable. Il faut tirer ces leçons pour faire en sorte qu'on aille vers des espaces d'intégration, comme on le voit aujourd'hui, entre le sida et le cancer, des espaces d'intégration entre le sida et la tuberculose, des espaces d'intégration entre le sida et la santé maternelle et infantile. Et c'est pour cette raison que nous avons des nouveaux partenariats avec privé, public, avec le ruban rouge et le ruban rose ensemble, pour certainement traiter d'une des questions les plus complexes que nous avons aujourd'hui, le cancer du col de l'utérus. Ce cancer du col de l'utérus, malheureusement, lorsque vous êtes positif, séropositif et vous êtes femme, vous avez 4 à 5 fois plus de risques d'avoir ce cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, environ 90% des décès se produisent dans les pays les plus pauvres. Et on sait qu'on a seulement, je dis bien, une fille sur 10 qui a accès au vaccin dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, lorsque nous avons 9 sur 10 qui ont accès au vaccin dans les pays riches. Ces chiffres soulèvent un problème fondamental d'équité. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un vaccin, que nous avons le diagnostic précoce, que nous pouvons certainement atteindre les filles très tôt avec des programmes innovants comme Gavi, l'Alliance pour les vaccins. On peut réduire les coûts et je sais que les premières dames africaines qui sont là, ainsi que la princesse, sont engagées fondamentalement pour faire en sorte qu'on puisse aller à l'échelle rapidement dans ces pays-là. Nous, Gavi, voudrait qu'on puisse atteindre 30 millions de jeunes filles avant 2030, que ces filles soient immunisées. Si nous ne voulons pas certainement rester en ayant malheureusement la mauvaise conscience d'avoir oublié ces personnes laissées pour compte, le monde a besoin de nouvelles formes de synergie, de leadership. Le monde ne peut plus se permettre d'avoir des découvertes de haut niveau à des prix excessifs. Aucune propriété intellectuelle ne devrait avoir pour conséquence, Monsieur le Président, l'exclusion. La valeur qu'on attache à la vie humaine ne devrait pas dépendre de là où on est et où on grandit. À l'avenir, le traitement des maladies ne sera plus un problème d'accès pour des millions de personnes. Le vrai problème qu'on aura en tant que leader de santé publique, leader politique, privé, le vrai combat dans le futur sera l'accessibilité financière pour des milliards de personnes et non plus des millions.
Je vous remercie. Merci beaucoup, Michel Sidibé. Ladies and gentlemen, let's go back into English to call up on the stage now a very special guest, highly committed to raising her voice to increase national and global attention to cancer research. We're delighted to have with us, ladies and gentlemen, very honored, the President of Honor of the Spanish Association Against Cancer, but above all, Her Majesty Queen Letizia of Spain. Su Majestad, gracias por su presencia. Monsieur le Président, Your Royal Highnesses, Ministers, Excellencies, Authorities, President of the UICC, ladies, gentlemen, Madame, Monsieur, bonsoir. I'll speak just for 3 minutes. Well, 3 minutes and 25 seconds, you'll see. Good evening and thank you very much for being here today in Paris at the opening ceremony of the World Cancer Congress. The next 3 days, researchers, academics, health workers, medical administrators, scientists should be dedicated to identifying new challenges, sharing strategies, and shaping and defining new guidelines and standards to improve the fight against cancer. Following this path, all of you, and of course, patient group supporters, and everyone involved in cancer control will work in the coming years in order to reduce the incidence of this disease on a global scale. Therefore, I shall leave the details to you, the experts, but if I may, I would like to share with you just 2 short, very short messages. Firstly, more than half of the common cancers are preventable. So it was never better said that what we eat, drink, breathe, and the ways we act and live are of vital importance. I would like to stress nutrition. We really need to reduce or avoid processed foods, as the WHO says. All of you know what I mean, and of course, and so should the population in general, both in developed and developing countries. Secondly, and without leaving behind the care and support that patients and their families rightly deserve, please let us keep up with the scientific research. Resources dedicated to this means are paramount due to the ever-increasing of the most important thing, that is funds for the new treatments. Treatments that should be affordable and accessible on equal terms to every human being. Let me finish by saying that for some years now, I am now the president, the honorary president for Spanish Association Against Cancer, the Spanish private institutions, which devotes the largest amount of funds to research. Out of our own initiative, and with the backing of many other important worldwide entities, we launched September 24th as World Cancer Research Day, an achievement to pave and continue the only possible progress that is oncology research. My deepest gratitude goes to all of you, and of course, most especially to the Union for International Cancer Control for inviting me today. I do hope that these days will be very fruitful. The stakes remain very high. Thank you very much. Merci beaucoup.
Thank you very much indeed. Gracias, Su Majestad, Your Majesty, for those words. Monsieur le Président, vous avez vu à quel point votre présence ici touche les gens, donc je vais vous demander de venir sur scène pour dire quelques mots de clôture de cette cérémonie d'ouverture. Ladies and gentlemen, please welcome François Hollande, the President of the French Republic. Thank you. Majesté, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de l'Union internationale contre le cancer, Madame la Présidente de la Ligue contre le cancer, Mesdames et Messieurs, je tenais à être parmi vous ce soir pour l'ouverture de votre congrès, parce qu'il porte sur l'un des fléaux que le monde connaît et qui touche tant de familles, tant de femmes, d'hommes et d'enfants. Vous êtes près de 3000 à être venus, représentant 135 pays, 900 organisations. Vous êtes des médecins, des chercheurs, des responsables publics, des organismes privés, mais aussi des malades ou des proches de malades. Tous ensemble, vous mettez en commun votre expérience pour lutter contre le cancer. Je remercie Jacqueline Godet, la présidente de la Ligue nationale contre le cancer, qui a proposé la candidature de Paris. Nous sommes candidats à bien des événements, mais celui-là était l'un des plus importants, car nous voulions, après tant d'années, pouvoir accueillir ce congrès mondial ici à Paris. Je remercie le président Kouchlouk d'avoir bien voulu choisir notre pays pour ce congrès. Il est vrai qu'il y a une histoire, elle a été rappelée, mais il y a surtout une mobilisation qui aujourd'hui fait que la France veut s'engager pleinement, non seulement pour ses propres malades ou pour prévenir ce fléau qu'est le cancer, mais pour agir dans le monde. Chaque année, les chiffres ont été rappelés, ils sont terribles. 8 millions de personnes meurent du cancer. Plus de 14 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Et nous savons d'ores et déjà qu'il y en aura 19 millions par le simple effet de la croissance démographique à l'horizon 2025. Voilà les chiffres. Mais je ne veux pas les réduire à des statistiques qui ne seraient là que pour nous alarmer, parce qu'il y a aussi des réalités humaines. Aucun pays, aucune population, aucune génération n'est épargnée par le cancer. Et néanmoins, et c'est ce qu'il faut retenir de ce congrès, des progrès considérables ont été accomplis. Hier, les cancers étaient toujours mortels, ou en tout cas étaient ressentis comme tels. Aujourd'hui, il est de plus en plus fréquent d'en guérir, et l'enjeu n'est donc pas d'en prendre simplement la charge sur le plan médical, mais d'accompagner les malades pendant le traitement, jusqu'à la guérison et après la guérison. La façon de soigner le cancer a aussi considérablement évolué, avec ce que l'on appelle la médecine personnalisée et le développement de l'analyse génétique des tumeurs. Et les stratégies sont donc de plus en plus individualisées. Marisol Touraine, la ministre française de la Santé, rappelait combien nous étions engagés dans ces évolutions médicales et que nous avions lancé il y a quelques jours un plan pour justement faire en sorte que l'analyse des génomes puisse nous permettre, à l'horizon 2025, de répondre à cette exigence de médecine individualisée. Nous savons aussi, et ça a été rappelé tout à l'heure, que la moitié des cancers pourraient être évités par des actes de prévention,
seulement des actes de prévention. Les enjeux sont bien connus, il s'agit des comportements à risque, le tabac, l'alcool, l'alimentation, l'exposition au soleil étant d'aléas que l'on croit impossibles à maîtriser et qui correspondent pourtant aussi à des agents cancérogènes qui se trouvent dans notre environnement. Et c'est en ce sens que la lutte contre les pollutions et la lutte contre le cancer se rejoignent. Pour répondre à toutes ces questions, progrès de la médecine, évolution des traitements, prix des médicaments, prévention, accompagnement des familles, la France s'est dotée, à partir de 2003, d'un plan cancer. Il réunit tous les acteurs, il définit des objectifs précis et mobilise des moyens financiers spécifiques. C'est devenu un grand chantier présidentiel. C'est Jacques Chirac qui en avait posé les fondements en créant l'Institut national contre le cancer. Puis Nicolas Sarkozy a consolidé et approfondi cette politique. En février 2014, j'ai présenté le 3e plan cancer autour de 3 priorités, parce que j'avais conscience que nous devions évoluer, prendre en compte l'innovation et la recherche, mais aussi de donner une première dimension, la prévention. Avec le programme national contre le tabagisme qui a été mis en œuvre par Marisol Touraine, ce n'est jamais facile. Ça se heurte à beaucoup d'obstacles, mais ça a été décidé avec la généralisation du paquet neutre. C'est aussi des informations que nous devons donner dès l'école sur un certain nombre de comportements à risque. La prévention, c'est le dépistage qui a été renforcé avec la diffusion de nouveaux tests plus simples à utiliser. Je pense au cancer colorectal. Un suivi spécifique a été mis en place pour les femmes, pour le cancer du sein, et de nouveaux dépistages ont été généralisés contre le cancer du col de l'utérus. Prévention et dépistage, première dimension du plan cancer. La deuxième priorité, c'est de préserver la qualité de la vie des personnes pendant et après le cancer. Je pense au droit à l'oubli pour les anciens malades du cancer, nous l'avons enfin reconnu, et je pense que ça peut valoir exemple pour d'autres pays, de façon à ce qu'aucun malade et ancien malade ne puisse être pénalisé, de façon à ce que les employeurs puissent respecter aussi ce qu'est une rémission, une guérison, et que les salariés ne puissent pas être discriminés parce qu'ils auraient ou auraient eu cette maladie qu'est le cancer. Enfin, la troisième priorité du plan cancer, c'est la recherche. L'accent a été mis sur les moyens qui doivent être consacrés à la médecine personnalisée, celle dont je parlais, individualisée. Aussi à la médecine translationnelle, celle qui va de la recherche jusqu'au lit du malade. Et puis la diffusion des découvertes thérapeutiques. Je pense notamment à ce que nous puissions permettre aux enfants atteints de cancer d'accéder aux nouveaux traitements dans des unités spécialisées. Les résultats de cette politique sont visibles et c'est en ce sens que le Congrès peut permettre de généraliser les expériences. Ainsi, les durées de survie et les taux de guérison des patients sont en France parmi les plus élevés du monde. 60% des cancers sont guéris. Il y a 10 ans, c'était 50%. Je veux remercier les équipes de recherche. Vous savez que nous sommes au 4e rang mondial pour les publications dans les revues d'excellence dans le domaine des cancers, mais aussi la mobilisation de toute la société. Mais en même temps, je mesure que ces résultats ne peuvent pas être suffisants et que notre vigilance doit être permanente, en France, en Europe et dans le monde. La France participe donc aux programmes internationaux contre le cancer.
En Europe, elle fait partie des 19 nations membres du programme européen de recherche qu'on appelle Transcan. Au niveau mondial, nous contribuons au programme Cancer Génome Consortium pour justement faire en sorte que nous puissions avoir l'analyse de tous les types ou sous-types de cancer. Enfin, et ça a été dit, et je remercie ici les pays qui représentent la francophonie, nous avons un devoir avec notre politique de coopération en Afrique pour lutter contre le cancer. C'est ce que nous avons mis en place avec l'Alliance, ce premier réseau de lutte contre le cancer en Afrique francophone et qui associe le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Sénégal, Madagascar et tant d'autres, et qui réunit cette alliance des virologues, des oncologues, des pathologistes et des épidémiologistes soutenus par l'OMS. Nous savons que, comme souvent, ce sont les plus pauvres qui sont les plus nombreux à être victimes des fléaux. Ça vaut pour le cancer comme pour d'autres maladies, y compris même pour les catastrophes. Alors, nous devons regarder ce qui se passe en Afrique. Ça a été dit par rapport au sida. 600 000 cas de cancer sont déclarés chaque année. Et parmi les personnes touchées, 500 000 meurent. Voilà ce que signifie l'injustice. Être touché par la maladie plus souvent qu'ailleurs et en mourir. Donc l'enjeu, et je remercie M. Sidibé de l'avoir rappelé, c'est l'accès aux médicaments les plus innovants. Pour la France, c'est un enjeu planétaire. C'est un élément de justice. Mais c'est aussi une revendication de droits de l'homme, une affirmation de dignité. Comment accepter qu'il y en ait qui soient soignés et d'autres pas? Comment imaginer un monde où nous savons qu'il y a des médicaments qui font guérir et des populations qui ne pourront jamais y accéder pour des raisons de prix? Alors, la France a voulu prendre une initiative pour que nous puissions faire diffuser les innovations, pour que nous puissions voir comment les nouveaux traitements peuvent être généralisés, comment nous pouvons garantir davantage qu'aujourd'hui les prises en charge. La France a voulu que cette question du coût des traitements et de la médecine personnalisée puisse être examinée lors de la réunion des ministres de la Santé de l'OCDE, et ce sera la première fois depuis 2010 qu'il y aura une réunion à ce niveau pour traiter de ce sujet. Il y a beaucoup d'attentes par rapport à ce rendez-vous, et vous venez de le confirmer. Attentes des médecins, attentes des malades. Vous avez, Madame la Présidente, évoqué le rôle des femmes. D'abord parce que les femmes sont les premières victimes des cancers. Ensuite, parce que les femmes sont victimes des inégalités d'accès à la prévention, au traitement et au dépistage. Enfin, parce que les femmes sont les premiers relais des politiques de santé publique dans toutes les sociétés du monde, développées ou émergentes. Et donc, c'est une évidence que de mettre les femmes au cœur des stratégies de lutte contre le cancer. Et c'est ce que votre Congrès va réaffirmer aujourd'hui. Mesdames et messieurs, j'en termine. Il y a des grands combats que l'on peut mener au plan planétaire. Parfois, il y faut du temps pour qu'ils puissent aboutir à des résultats, à des dénouements, à des accords. Souvenons-nous de l'obstination qu'il a fallu mettre et de la ténacité qui a été la nôtre pour que, à Paris, en décembre dernier, il y ait la signature de l'accord sur le climat. Beaucoup n'imaginaient pas que nous puissions mettre tous les pays du monde en situation d'accepter cet accord, avec des engagements précis et avec des contraintes qui pèseront sur tous les choix publics, qui ne sont d'ailleurs pas des contraintes, qui sont des leviers pour le développement, avec des financements qui ont été dégagés. Jamais personne n'avait pensé qu'une fois l'accord de Paris
proclamé, il puisse être ratifié d'ici la fin de l'année. Et à Marrakech, pour la COP 22, qui va être organisée par le Maroc, il ne s'agira pas de regarder ce que nous pouvons faire pour mettre en œuvre l'accord sur le climat. Marrakech, ce sera la mise en œuvre concrète de cet accord, puisqu'il est maintenant applicable. Eh bien, sur l'accès aux médicaments, sur la lutte contre les grands fléaux, et notamment le cancer, nous pouvons également avoir la même espérance et la même volonté. Unir le monde pour qu'il puisse bâtir un modèle de développement respectueux des droits de la personne humaine. Et c'est ce que vous avez voulu faire à travers votre congrès par rapport au cancer. Bien sûr, ce sont les gouvernements, les institutions publiques qui sont les premiers concernés et qui doivent prendre leur part de responsabilité en y dégageant et en y consacrant les moyens et les ressources financières. Ce sont les grandes organisations, elles sont représentées ici, je les salue. Ce sont aussi les sociétés elles-mêmes. Parce que ce qui est en cause, ce n'est pas simplement le coût en euros, en dollars ou en je ne sais quelle monnaie, c'est d'abord les années de vie disparues, les familles endeuillées, les jeunesses abrégées. Voilà ce qui coûte le plus cher et qui ne s'exprime pas en argent, mais en vie. Je veux saluer tous les chercheurs, tous les scientifiques, tous les médecins, tous ceux qui contribuent à repousser les limites de la connaissance, qui arrivent à mieux connaître encore les causes des cancers et à les traiter. C'est le combat, c'est vrai, de la médecine depuis toujours pour développer des traitements de plus en plus précis, adaptés, personnalisés pour chaque malade. C'est le combat de la société pour éviter des comportements qui peuvent nous mettre en danger. C'est le combat aussi d'une société, de toutes les sociétés, pour apporter de la dignité aux malades et à ceux qui sont guéris. Voilà, mesdames et messieurs, le sens de ce que vous faites ici. Grande cause, la lutte contre le cancer, grand espoir aussi, grande responsabilité. Et c'est toujours le même principe. Est-ce que l'on veut la justice? Est-ce que l'on veut l'égalité? Est-ce que l'on veut donner des droits à tout être humain, où qu'il vive, sur quelque continent? Voilà cette question, elle engage le monde. C'est une question qui relève effectivement de la paix. Nous avons en face de nous des menaces, nous les connaissons. La France a été frappée par le terrorisme comme d'autres pays ici représentés. Nous savons les dangers, mais chaque fois que nous luttons contre les inégalités, chaque fois que nous faisons progresser la science, le progrès, la recherche, chaque fois que nous donnons espoir à des populations, à des familles, pour être protégés des fléaux et pour beaucoup à être guéris, alors nous faisons triompher la vie, nous faisons triompher les valeurs qui sont les nôtres, nous faisons avancer l'humanité. Merci.